Un mécanicien solitaire répare le fauteuil roulant d'une jeune fille démunie dans la rue. Elle dit en pleurant, « Personne n'a jamais rien fait pour moi, merci monsieur. » Et il répond, « J'essaie juste d'être une meilleure personne chaque jour. » Mais quand un jeune milliardaire voit toute la scène, il est choqué de reconnaître qui est le mécanicien. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Calvin ouvrit les yeux avant même que le réveil ne sonne. C'était toujours comme ça, son corps, si habitué à la routine, n'avait plus besoin d'alarme. Il resta allongé quelques minutes, sentant les douleurs familières dans son dos et ses genoux. Ce lit étroit dans la chambre improvisée à l'arrière du garage n'arrangeait rien. « Allez, mon vieux » se murmura-t-il en se levant péniblement. La petite fenêtre laissait filtrer la faible lumière du matin. La ville s'éveillait à peine. Calvin enfila son bleu de travail délavé et chaussa ses bottes usées. Dans le miroir fissuré de la salle de bain, il vit ce visage que le temps n'avait pas épargné, rides profondes, cheveux blancs clairsemés, cernes permanents. Ses yeux, cependant, étaient toujours d'un bleu intense, même s'il semblait constamment fatigué maintenant. « Encore une journée », dit-il à son reflet, comme une promesse. Dans la cuisine de fortune, il prépara un café fort et grignota un morceau de pain de la veille. Il mangeait par nécessité, non par plaisir. Ses mouvements étaient mécaniques, comme si son corps fonctionnait en pilote automatique. La vieille radio jouait des chansons d'une autre époque, Calvin n'avait pas changé de station depuis des années. À 6h30 précise, il emprunta le petit couloir reliant sa chambrette à l'atelier. L'odeur d'huile, de métal et de caoutchouc l'accueillit comme une vieille amie. C'était son monde, là où il savait exactement quoi faire, où chaque outil avait sa place. Le garage de Calvin était là depuis plus de 30 ans, survivant à la modernisation de la ville et au grand réseau de concessionnaires qui avait fleuri au fil du temps. Calvin alluma les lumières, souleva le rideau métallique et afficha le panneau « Ouvert ». Le premier client n'arriverait pas avant 1 heure, un monsieur qui voulait faire la vidange de sa vieille voiture. Juste assez de temps pour organiser la journée. En rangeant les outils sur l'établi, ses mains s'arrêtèrent. Elle était là, comme toujours, la photo jaunie, protégée par un simple cadre en métal. Un garçon d'environ 6 ans souriait, tenant une voiture miniature. En arrière-plan, un parc d'attractions. Le sourire du garçon était presque identique à celui de Calvin jeune, mêmes yeux bleus, mêmes cheveux châtain clair. « Bonjour, Garrett » dit Calvin doucement, comme chaque matin. Ses doigts rugueux et calleux effleurèrent légèrement la photographie. 28 ans. C'était le temps qui s'était écoulé depuis qu'il n'avait pas vu son fils. 28 anniversaires manqués, 28 Noëls, des diplômes, des réussites, des échecs. Toute une vie dont il n'avait pas été témoin. Calvin ferma les yeux un instant. Les souvenirs affluaient sans prévenir. La dernière dispute avec Nora, les valises prêtes près de la porte, le petit Garrett qui pleurait, demandant où allait son papa. « Je reviens vite, champion. » Une promesse jamais tenue. Le regret était son plus fidèle compagnon. Il arrivait chaque matin avec son café, restait avec lui toute la journée de travail et se couchait avec lui la nuit. Les premières années après son départ, il avait envoyé des lettres, tenté de prendre contact. Jamais de réponse. Avec le temps, la honte l'empêcha d'essayer davantage. Comment demander pardon pour avoir brisé une famille? Comment expliquer qu'on s'est enfui non par manque d'amour, mais par peur d'échouer, de ne pas être le père et le mari qu'il méritait? L'horloge murale indiquait 7 heures quand Calvin remit la photo dans le tiroir. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleura pas vraiment. Les hommes de sa génération se le permettaient rarement. Le bruit d'un moteur qui approchait signala l'arrivée du premier client. Calvin prit une profonde inspiration et redressa les épaules. Son corps lui faisait mal, mais il pouvait encore travailler. C'était tout ce qu'il avait. « Bonjour, monsieur Parsons » salua-t-il en voyant l'homme aux cheveux gris sortir de la vieille voiture. Ponctuel comme toujours. « Le jour où je ne serai pas ponctuel, Calvin, tu pourras me chercher au cimetière » plaisanta le client, qui avait probablement le même âge que Calvin. Ils rirent tous les deux, et l'espace d'un instant, le poids dans la poitrine de Calvin s'allégea légèrement. C'est ainsi que se déroulaient ses journées, alternant entre souvenirs douloureux et petits moments de grâce, entre la solitude et les brèves connexions avec les clients réguliers, entre le regret du passé et la simple survie au présent. En ouvrant le capot de la voiture, Calvin remarqua que ses mains tremblaient. Cela arrivait plus souvent. L'âge le rattrapait, son corps protestait. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer ainsi très longtemps. Le garage, sa seule source de revenus, exigeait une force et une précision qu'il sentait lui échapper jour après jour. « Tout va bien,
Calvin, demanda M. Parsons, remarquant son hésitation. Tout va bien, répondit-il avec un sourire forcé. Je réfléchis juste à quel outil utiliser. Mais ce n'était pas vrai. Calvin pensait au temps qu'il lui restait avant que son corps ne le trahisse complètement. Il se demandait à quoi ressemblerait la fin, seul dans cette petite chambre au fond du garage. Il pensait à Garrett, qui devait être maintenant un homme adulte. Avait-il des enfants? Était-il un meilleur père que Calvin ne l'avait été? La matinée s'étira lentement. Calvin travaillait en silence, ses mains exécutant des gestes qu'elle connaissait par cœur. La radio continuait de jouer de vieilles mélodies. La photo du petit garçon souriant attendait dans le tiroir, telle une promesse brisée, un rappel constant que certaines choses simples, une fois perdues, laissent un silence qui dure toujours. La matinée avait été calme. Calvin fermait le garage pour le déjeuner quand il entendit un bruit métallique suivi de pleurs étouffés. Il regarda dehors et vit, à quelques mètres de l'entrée, un petit fauteuil roulant renversé sur le trottoir. À côté, une fille tentait de se relever, le visage tordu par la frustration. « Besoin d'aide ?» demanda Calvin en s'approchant lentement. La fille leva la tête, surprise. Elle avait des cheveux bruns en une tresse désordonnée et de grands yeux verts, maintenant rougis par les larmes. Elle portait un manteau trop grand et des mitaines. « Je n'ai besoin de rien », répondit-elle en luttant en vain pour redresser le fauteuil. « Je peux me débrouiller toute seule. » Calvin s'arrêta à quelques pas, respectant l'espace de l'enfant. Il remarqua qu'une des roues du fauteuil était tordue, des rayons cassés. « Ton fauteuil est cassé ?» dit-il calmement. Il passa au tutoiement, plus naturel avec une enfant. « Je suis mécanicien. Je peux y jeter un œil si tu veux. » La jeune fille le dévisagea avec méfiance, comme si elle calculait les risques de faire confiance à un étranger. « Je n'ai pas d'argent pour payer, » dit-elle finalement, essuyant ses larmes avec la manche de son manteau. Calvin sourit gentiment. « Je ne demande rien. » Il s'approcha, s'accroupit près du fauteuil et l'examina. « Comment tu t'appelles » La fille hésita avant de répondre, « Ellie. »« Enchanté, Ellie. Je suis Calvin. Ce fauteuil, ça se répare vite. J'ai juste besoin de l'emmener dans mon atelier, juste là, dit-il en pointant l'enseigne délavée, Calvin S. Auto Repair. Ellie semblait toujours réticente, mais un autre regard vers la roue cassée la fit soupirer. D'accord, accepta-t-elle enfin. Mais je viens avec toi. Et si tu essaies quelque chose de bizarre, je crierai si fort que tout le monde entendra. Calvin hocha la tête, cachant un sourire. Marché conclu. Je peux te porter jusque-là? Après un autre moment d'hésitation, Ellie accepta. Calvin la souleva avec précaution, surpris par sa légèreté, comme si elle n'avait pas mangé à sa faim depuis des jours. De l'autre main, il traîna le fauteuil endommagé à l'intérieur du garage. Calvin installa Ellie sur une chaise rembourrée, la seule sans tache de graisse. Elle observait chacun de ses mouvements avec des yeux vifs, comme une petite garde en alerte. « Où sont tes parents ?» demanda Calvin en travaillant sur la roue. Ellie regarda le sol autour d'elle. Calvin comprit et n'insista pas. Au lieu de cela, il commença à expliquer ce qu'il faisait avec le fauteuil, nommant chaque outil et lui montrant comment les rayons de la roue s'emboîtaient. À sa surprise, Ellie se pencha en avant, réellement intéressée. « Tu répares aussi des voitures ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle dans l'atelier. « C'est ce que je fais depuis presque 40 ans, répondit Calvin. « C'est plus difficile de réparer une voiture ou un fauteuil roulant ? Ça dépend de la panne. Mais le principe est le même. Comprendre comment les choses fonctionnent et où est le problème. » Tout en travaillant, Calvin remarqua qu'Ellie lorgnait un sandwich emballé dans du papier sur l'établi, son déjeuner du jour. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Ellie détourna le regard, embarrassée, mais son estomac répondit par un gargouillis sonore. Elle eut un petit rire, un son léger et étonnamment joyeux qui fit sourire Calvin à son tour. « J'ai un sandwich en trop », ment-il en coupant son propre déjeuner en deux. « Je n'arriverai pas à tout manger de toute façon. » Ellie prit la nourriture et la dévora rapidement, confirmant les soupçons de Calvin, elle n'avait pas mangé depuis un moment. « Voilà, c'est fait, » dit-il après avoir serré le dernier rayon de la roue. « Essayons-le. » Calvin aida Ellie à remonter dans le fauteuil. Elle roula en avant, en arrière, puis tourna sur elle-même. Un sourire sincère illumina son visage. « Il est parfait. Mieux qu'avant !» s'exclama-t-elle. Calvin ressentit une satisfaction qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. C'était différent de ce qu'il ressentait en réparant des voitures, il y avait quelque chose dans la gratitude sincère de l'enfant qui le toucha profondément. « Pourquoi m'as-tu aidé ?»
demanda soudain Ellie, le regard redevenu sérieux. Personne n'aide jamais sans vouloir quelque chose en retour. Calvin réfléchit un instant. J'essaie juste d'être une meilleure personne chaque jour. Les mots sortirent sans préméditation, mais dès qu'il les eut prononcés, il réalisa à quel point ils étaient vrais. Chaque petit acte de gentillesse était sa tentative de compenser les erreurs passées, d'avoir abandonné son propre fils. Ellie l'étudia de ses grands yeux verts, comme si elle pouvait voir à travers lui. « Tu as l'air triste » observa-t-elle avec la franchise d'une enfant. Calvin fut pris au dépourvu. « Tout le monde est triste parfois » répondit-il doucement. « Moi aussi » dit Ellie. « Surtout quand je suis seule. » Les mots de la jeune fille touchèrent une corde sensible chez Calvin. Soudain, il se revit dans cet enfant solitaire, l'espace d'un instant, il se sentit moins seul. De l'autre côté de la rue, à l'intérieur d'une Mercedes-Benz noire arrêtée au feu rouge, Garrett Foster observait la scène par la fenêtre. Il portait un costume parfaitement taillé, sa Rolex brillant discrètement à son poignet. À 34 ans, il était l'un des plus jeunes milliardaires du pays, ayant fondé une entreprise technologique qui avait révolutionné le marché financier. Mais à cet instant, dans cette voiture, il n'était pas le PDG puissant. Il était juste un garçon de 6 ans à nouveau, voyant son père pour ce qui semblait être la première fois en presque 3 décennies. « Monsieur, tout va bien ?» demanda son chauffeur, remarquant sa pâleur soudaine. Garrett ne répondit pas. Il ne pouvait détacher son regard du vieux mécanicien et dans la fille en fauteuil roulant. Ce sourire bienveillant, ses yeux bleus, il les reconnaîtrait n'importe où, malgré tous les changements imposés par le temps. « Calvin » murmura-t-il pour lui-même, le nom de son père glissant de ses lèvres comme un secret longtemps gardé. Voir son père être gentil avec l'enfant d'un inconnu souleva un tourbillon d'émotions en lui. La colère vint d'abord, brute et familière. Comment cet homme qu'il avait quitté, qui avait fait pleurer sa mère des nuits entières, pouvait-il être là, aidant une gamine quelconque avec une telle tendresse? Où était cette compassion quand son propre fils en avait besoin? Le feu passa au vert, mais Garrett ne bougea pas. « Faites le tour du pâté de maison » ordonna-t-il au chauffeur, lentement. Tandis que la voiture contournait le quartier, Garrett continua d'observer. Il vit son père rire sincèrement à quelque chose que la fille disait. Il vit avec quelle facilité ils parlaient, comme s'ils étaient de vieux amis plutôt que des étrangers qui venaient de se rencontrer. Une confusion amère se mêla à la colère. C'était injuste. Cet enfant recevait la gentillesse qu'il aurait dû avoir. Les souvenirs d'attente du retour de son père, de demander encore et encore à sa mère quand il reviendrait, ressurgirent avec une force renouvelée. « Arrêtez-vous là » dit-il brusquement. Le chauffeur obtempéra, s'arrêtant à quelques mètres du garage. Garrett continua de regarder, incapable de détourner le regard, déchiré entre l'envie de sortir et d'affronter l'homme qu'il avait abandonné, et la peur de ce que cette confrontation pourrait déclencher. Il vit son père aider la fille à sortir du garage, son fauteuil roulant apparemment réparé. Ils discutaient nonchalamment, la fille gesticulant en parlant, Calvin hochant la tête et souriant. Une boule se forma dans la gorge de Garrett. De quel droit Calvin souriait-il ainsi? D'avoir l'air si serein après tout ce qu'il avait fait? On y va, dit finalement Garrett, la voix froide et contrôlée, masquant la tempête intérieure. Alors que la voiture s'éloignait, Garrett attrapa son téléphone et tapa un message rapide à son assistante. « J'ai besoin d'informations sur le garage Calvin Foster, 247 Maple Avenue. Tout ce que vous pouvez trouver. Priorité absolue. » Après avoir envoyé le message, Garrett regarda une dernière fois en arrière par la lunette arrière. Son père était toujours là, une petite silhouette vieillissante sur le trottoir, faisant signe à la fille qui s'éloignait dans son fauteuil roulant. L'image se grava dans son esprit. Son père, l'homme qu'il avait quitté, trouvant le temps de réparer le fauteuil d'une inconnue et de partager son déjeuner avec elle. Garrett serra les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La douleur de l'abandon, qu'il pensait avoir surmonté depuis des années, revint en force, maintenant mêlée à une confusion troublante. Comment l'homme qui avait abandonné son propre fils pouvait-il être le même homme qui tendait la main pour aider une enfant au hasard? Garrett entra dans son penthouse de Manhattan et desserra sa cravate. Les lumières de la ville scintillaient à travers les baies vitrées, mais il remarqua à peine la vue à plusieurs millions de dollars. Son esprit était toujours fixé sur l'image de son père, plus âgé, plus voûté, mais indubitablement lui, aidant cette fille en fauteuil roulant. Il se versa un whisky cher et se dirigea vers le mur où il gardait ses photos de famille, peu nombreuses mais significatives. Ses yeux se posèrent sur une en particulier, lui, à 5 ans, assis sur les genoux de sa mère. Nora souriait courageusement pour l'appareil photo,
mais Gareth avait toujours remarqué l'ombre de tristesse dans ses yeux. Cette photo avait été prise quelques mois seulement après le départ de Calvin. Son téléphone vibra. Un message de son assistante, rapport préliminaire sur Calvin Foster dans votre email. Gareth ouvrit son ordinateur portable et lut le dossier. Les informations étaient rares mais suffisantes pour confirmer ce qu'il soupçonnait. Son père n'avait jamais quitté la ville. Pendant toutes ces années, Calvin avait été à moins de 20 minutes de là. Fils de... murmura-t-il en prenant une gorgée de son verre. Les souvenirs affluèrent. Gareth avait 6 ans quand il s'était réveillé un matin pour découvrir que son père était parti. Nora avait fait de son mieux pour expliquer, mais comment faire comprendre l'abandon à un enfant ? Papa a dû partir, avait-elle dit en lui tenant ses petites mains. Parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles. Pendant des années, Gareth s'était assis près de la fenêtre, imaginant à tout moment voir la voiture de son père s'arrêter devant la maison. Les nuits d'orage, quand le tonnerre l'effrayait, c'est son père qui l'appelait, même si personne ne venait. À chaque pièce de théâtre de l'école, à chaque match de baseball, ses yeux scrutaient le public à la recherche d'un visage qui n'était jamais là. Nora avait fait tout ce qu'elle pouvait. Elle cumulait 2 emplois pour les faire vivre, suivait des cours du soir pour trouver de meilleures opportunités, ne manquait jamais un seul événement scolaire. Elle était à la fois mère et père. On forme une sacrée équipe, non ? Disait-elle, prétendant que c'était suffisant, qu'il n'avait besoin de personne d'autre. Avec le temps, l'absence de Calvin devint un vide que Gareth remplit de détermination. Il étudia obsessionnellement, obtint des bourses pour les meilleures écoles, sortit diplômé avec mention. Chaque réussite était une façon de prouver qu'il n'avait pas besoin de son père, qu'il pouvait être meilleur que Calvin ne l'avait jamais été. Quand il fonda son entreprise à 25 ans et qu'elle connut un succès fulgurant presque du jour au lendemain, Gareth sentit enfin qu'il avait gagné. Le garçon abandonné était maintenant un homme à succès, son visage faisant la une des magazines économiques. Parfois, il se demandait si Calvin lisait ses articles, s'il savait que son fils était devenu quelqu'un d'important. Mais il n'avait jamais cherché à le contacter. La fierté et la peur du rejet l'en retenaient. Et maintenant, découvrir que son père avait été si proche toutes ces années, qu'il aurait pu le retrouver à tout moment s'il l'avait voulu. Gareth revint au rapport sur l'ordinateur portable. Selon les données, Calvin vivait dans une petite pièce au fond du garage. L'entreprise subvenait à peine à ses besoins, avec des factures en retard et un équipement obsolète. Il n'y avait aucune trace de relation familiale ou d'enfant. Il y avait aussi quelques photos de surveillance prises le jour même. L'une montrait Calvin aidant la fille à remonter dans son fauteuil roulant. Une autre, plus récente, les montrait entrant ensemble dans le garage à la fin de la journée. La fille semblait rentrer chez lui avec lui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Gareth se pencha pour regarder de plus près. Un nouveau SMS apparut à l'écran, son assistante mettant à jour les informations en temps réel, le nom de la fille était Ellie. Pas de nom de famille enregistré. Apparemment, pas de famille connue. Les services sociaux ont été appelés à son sujet il y a quelques mois, mais pas de traces de placement en famille d'accueil. Des indications suggèrent qu'elle vit peut-être de manière informelle avec CF. Gareth sentit son sang bouillir. Son père, l'homme qui l'avait quitté, qui n'était jamais revenu voir s'il allait bien, qui n'avait même jamais envoyé une carte d'anniversaire, recueillait maintenant une enfant inconnue, lui donnant ce qu'il n'avait jamais donné à son propre fils. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville illuminée. Sa respiration embua la vitre. La douleur qu'il pensait avoir dépassée revint avec toute sa force, mêlée à une colère amère. Il n'a pas eu le cran de s'occuper de moi, mais maintenant il se prend pour un père. Les mots sortirent comme un murmure rauque, chargé de ressentiment. Gareth sentit ses yeux brûler, mais refusa de pleurer. Il avait versé trop de larmes pour Calvin Foster enfant, il n'en gaspillerait plus maintenant. Son téléphone sonna. C'était Nora. « Salut maman », répondit-il, essayant de garder une voix normale. « Gareth, chérie ? J'appelle juste pour confirmer le dîner de demain. Tu passes toujours me prendre à 19h ? » Pendant un instant, Gareth envisagea de lui parler de Calvin. Mais comment le pouvait-il ? Nora avait refait sa vie, trouvé le bonheur avec un nouveau mari après des années de difficultés. Pourquoi rouvrir de vieilles blessures ? Oui, je serai là à 19h, répondit-il. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon fils. Après avoir raccroché, Gareth tapa un autre message à son assistante, continuez d'enquêter. Je veux tout savoir sur la fille et sur ce qui se passe exactement dans ce garage. Il ferma l'ordinateur et regarda de nouveau par la fenêtre. Quelque part là-bas,
son père racontait probablement des histoires pour endormir cette fille, chose qu'il n'avait jamais faite pour Gareth. La blessure qu'il croyait guérie saignait à nouveau, aussi fraîche que le jour où Calvin était parti. Le lendemain matin, Gareth annula toutes ses réunions. Assis sur la banquette arrière d'une voiture banale, ou pas sa Mercedes habituelle qui attirerait trop l'attention, il observait le garage de son père de l'autre côté de la rue. Il portait des vêtements décontractés et des lunettes noires, méconnaissables pour quiconque avait l'habitude de le voir en costume de marque dans les magazines économiques. « Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir rester ici toute la journée ?» demanda le chauffeur, un homme discret que Gareth engageait pour des tâches nécessitant le secret. « Oui, » répondit-il sans quitter le garage des yeux. « Et j'ai besoin que vous soyez invisible. » Le rapport complet sur Calvin était arrivé ce matin-là, et chaque détail ne faisait qu'accroître la confusion et la colère de Gareth. Son père vivait pratiquement dans la pauvreté. Le garage dégageait à peine des bénéfices, les factures étaient toujours en retard, l'équipement trop vieux pour rivaliser avec les centres automodernes. Calvin vivait dans une chambre improvisée au fond du garage. Pas de luxe, pas de confort, juste le strict nécessaire pour survivre. Il ne possédait pas de voiture non plus, se déplaçant à pied ou en bus. Il mangeait dans des petits restaurants bon marché ou préparait des repas simples dans une minuscule cuisine improvisée. C'était une vie si éloignée de celle de Gareth qu'elle semblait appartenir à un autre monde. Vers 10 heures du matin, Gareth vit la fille arriver. Elle manœuvrait son fauteuil roulant avec habileté, un petit sac à dos sur les genoux. Calvin sortit pour l'accueillir, un sourire sincère illuminant son visage buriné par le temps. Ils parlèrent joyeusement à l'entrée avant d'entrer ensemble. À travers les grandes vitres du garage, Gareth apercevait des bribes de leur interaction. Calvin travaillait sur des voitures tandis que la fille restait à proximité, faisant apparemment ses devoirs. De temps en temps, il s'arrêtait pour lui expliquer quelque chose ou lui montrer comment fonctionnait un outil. À un moment, ils rirent ensemble, et cette vision frappa Gareth comme un coup de poing à l'estomac. Quand il était petit, il rêvait d'aider son père au garage, d'apprendre la mécanique, de passer du temps à ses côtés. Ses rêves étaient morts le jour où Calvin était parti. À l'heure du déjeuner, Gareth les vit sortir ensemble et se diriger vers un petit restaurant au coin de la rue. La fille, Ellie, parlait sans arrêt, gesticulant avec enthousiasme. Calvin écoutait attentivement, hochant la tête et souriant. Il ressemblait à un père et sa fille depuis des années, pas à deux étrangers qui venaient de se rencontrer. Gareth les suivit, s'asseyant à une table éloignée d'où il pouvait observer sans être remarqué. Ellie mangea un sandwich avec des frites, tandis que Calvin ne prit qu'un café. À un moment donné, elle lui offrit une partie de ses frites, qu'il accepta avec un sourire. Un geste simple, familier. « Pourquoi elle ?» murmura Gareth pour lui-même. « Pourquoi maintenant ?» Pendant 3 jours, Gareth maintint sa surveillance. Il vit la routine se répéter. Ellie arrivait le matin, passait la journée au garage avec Calvin, et le soir, il se dirigeait vers la petite chambre à l'arrière. L'enquête révéla plus de détails. Calvin l'avait trouvée quelques semaines auparavant, dormant dans une aire de jeu voisine. Il semblait qu'elle avait fui un foyer d'accueil où elle était négligée. Au lieu d'appeler les autorités, Calvin l'avait simplement recueillie. Techniquement, il enfreignait la loi, mais il donnait aussi à la fille quelque chose qui lui manquait clairement, un foyer, bien qu'improvisé. Le 4e jour, Gareth réussit à voir l'intérieur de la petite pièce quand Calvin ouvrit la porte pour entrer avec Ellie. C'était un espace minuscule, juste un lit simple, un vieux canapé et une petite table. Calvin dormait sur le canapé, laissant le lit à la fille. Les murs étaient couverts de dessins colorés, clairement l'œuvre d'Ellie. Il y avait aussi une photo sur la table de nuit que Gareth ne put voir distinctement, mais il soupçonnait savoir ce que c'était. Cette nuit-là, de retour dans son appartement luxueux, Gareth se versa un verre corsé et fit les 100 pas, agité. « Pourquoi mérite-t-elle le père que je n'ai jamais eu ?» La question sortit à voix haute, résonnant dans l'appartement vide. La douleur était physique, une boule dans la poitrine qui ne voulait pas disparaître. Cela n'avait aucun sens. L'homme qui avait abandonné son propre fils sans se retourner risquait maintenant des ennuis judiciaires pour s'occuper d'une fille inconnue. Gareth alla dans son bureau et sortit une boîte qu'il gardait dans le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvait une collection soigneusement conservée de son enfance. Bulletins scolaires avec des notes parfaites, médailles de compétitions académiques, coupures du journal de l'école, photos de la remise des diplômes universitaires. Des réussites qu'il avait secrètement gardées au cas où son père reviendrait un jour. « Je n'ai jamais eu besoin de lui », se dit-il en refermant la boîte avec force. Mais il savait que c'était un mensonge.
Chaque réussite avait été, d'une certaine manière, une tentative de prouver sa valeur, d'être assez bien pour que Calvin veuille revenir. Son téléphone sonna. C'était Nora, sa mère. Garrett hésita avant de répondre. Comment pouvait-il lui parler maintenant sans révéler tout ce qu'il avait découvert? « Salut maman », dit-il finalement, essayant de paraître normal. « Tu as l'air bizarre, chérie. Tout va bien ?» Même après toutes ces années, Nora pouvait encore le lire à travers sa voix. Juste fatigué par le travail, ment-il. « Comment va Roger ?» Faisant référence à son beau-père. Pendant que Nora parlait de la vie quotidienne avec son mari, Garrett se demandait comment elle avait réussi à tourner la page. Avait-elle pardonné Calvin, ou avait-elle juste appris à vivre avec la blessure, comme Garrett pensait l'avoir fait? Après avoir raccroché, Garrett prit sa décision. Il ne pouvait plus se contenter d'observer de loin. Il devait affronter le passé, regarder l'homme qu'il avait quitté dans les yeux et exiger des réponses. « Il n'y a pas de pardon pour ce qu'il a fait », dit-il doucement, fixant une photo de lui enfant. « Pas après toutes ces années. Demain, il irait au garage. Non pas comme le garçon abandonné, mais comme l'homme qu'il était devenu, fort, réussi, inébranlable. Calvin devait savoir que le fils qu'il avait laissé derrière lui avait survécu, prospéré, et n'avait pas besoin de lui. Jamais. Et peut-être, juste peut-être, découvrir pourquoi une étrangère méritait ce qu'il n'avait jamais eu. Le matin était froid quand Garrett se gara devant le garage de Calvin. Il avait choisi une heure où la rue serait plus calme, il ne voulait pas de public pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Il portait des vêtements simples, un jean et une chemise boutonnée, mais semblait toujours déplacé dans ce quartier ouvrier. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Toute la nuit, il avait répété ce qu'il dirait, les questions qu'il poserait, comment il resterait maître de lui. Mais maintenant, debout devant l'enseigne usée de Calvin's Auto Repair qui se balançait dans le vent, il se sentit à nouveau comme un enfant de 6 ans, incapable de comprendre pourquoi son père était parti. C'est alors qu'il la vit. Ellie était assise dans son fauteuil roulant devant le garage, jouant avec un morceau de bois qu'elle avait grossièrement sculpté pour ressembler à une poupée. Elle fredonnait doucement en faisant évoluer la poupée, inventant des histoires dans sa tête. Garrett hésita. Il n'avait pas prévu de rencontrer la fille en premier. Il voulait aller directement voir son père, dire ce qu'il avait à dire et partir. Mais maintenant, il se tenait là, sur le trottoir, regardant l'enfant qui semblait si à l'aise dans cet atelier qui aurait dû être son lieu d'apprentissage. Ellie le remarqua et leva les yeux. Pendant un moment, elle l'observa simplement, curieuse. Puis, à la surprise de Garrett, un sourire illumina son visage et elle lui fit un signe de la main. « Salut », lança-t-elle avec la simplicité directe d'une enfant. « Tu viens faire réparer ta voiture ?» Garrett fit quelques pas, ne sachant comment répondre. « Non, je… » Ellie pencha la tête, l'étudiant de ses yeux vifs. Son sourire s'élargit, comme si elle avait découvert un secret. « T'es son fils, hein ?» demanda-t-elle en désignant l'intérieur du garage. « Il parle pas beaucoup, mais quand il parle de toi, ses yeux s'allument. » Les mots le prirent au dépourvu, comme un coup qu'il n'avait pas vu venir. Calvin parlait de lui? Et avec affection? Cela n'avait aucun sens. Si Calvin tenait tant à lui, pourquoi n'était-il jamais revenu? Tu te trompes, dit froidement Garrett. Je ne suis le fils de personne. Mais son ton n'intimida pas Ellie. T'as les mêmes yeux que lui, insista-t-elle. Bleus comme le ciel. Était sur la photo qu'il garde près de son lit. Garrett tenta d'ignorer cela, mais la voix de la fille résonnait en lui. Calvin gardait une photo de lui? Toutes ces années? Près de son lit? Pourquoi? Alors, la porte du garage s'ouvrit et Calvin sortit, s'essuyant les mains sur un chiffon taché de graisse, s'attendant probablement à un client. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Garrett, il se figea. Le chiffon glissa de ses mains. « Gah » murmura-t-il, comme si le nom était trop sacré pour être prononcé à voix haute. Le silence qui suivit était lourd de décennies d'absence. Garrett sentit la colère qu'il avait si soigneusement répétée la veille remonter en force. Les paroles d'Ellie furent momentanément oubliées. Calvin fit un pas hésitant vers lui, les yeux emplis de larmes. « Fils, tu n'as rien à dire », le coupa Garrett, la voix ferme et contrôlée. « Je suis juste venu voir par moi-même. La fille qui a eu le père que je n'ai jamais eu. » Calvin sembla se ratatiner sous ces mots. Il déglutit difficilement et tenta à nouveau de s'approcher. « Tu as perdu ce droit » cingla Garrett amèrement. « Je n'ai pas de père. L'homme qui m'a quitté, qui a fait pleurer ma mère nuit après nuit, n'a pas le droit de se racheter en jouant les héros pour une autre gamine. » La rue était bien trop calme.
Gareth pouvait entendre sa propre respiration, haletante d'émotion. Ellie regardait de l'un à l'autre, inquiète, son jeu oublié. Les retrouvailles étaient froides, douloureuses, rien à voir avec les réconciliations émouvantes des films. Calvin n'essaya pas de se justifier. Il n'offrit aucune excuse élaborée. Il baissa simplement les yeux, acceptant chaque mot comme un coup mérité. « Je sais, dit-il enfin, la voix brisée. Je sais. Je ne mérite même pas de t'entendre, mais si tu pouvais. » Il n'y a rien à dire, l'interrompit à nouveau Gareth. J'ai grandi. J'ai survécu. Tu ne m'as pas manqué. C'était un mensonge et une partie de lui le savait. Calvin lui avait manqué à chaque anniversaire, à chaque remise de diplôme, chaque fois qu'un fils a besoin d'un père. Mais admettre cela montrerait une faiblesse, et Gareth refusait de paraître vulnérable. Elle t'appelle peut-être papa, dit-il en désignant Ellie. Mais pour moi, tu n'es que quelqu'un qui a abandonné. Sur ces mots, il tourna les talons, prêt à retourner à sa voiture et à laisser derrière lui ce moment, ce lieu, cet homme. Mais il sentit une traction sur son bras. Ellie avait roulé rapidement jusqu'à lui, le retenant avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. « Attends, » dit-elle, ses yeux verts fixés sur les siens. « Il me demande pas de l'appeler papa, tu sais. Je l'appelle pas comme ça. » Gareth regarda la fille, prêt à la repousser, mais quelque chose dans son regard honnête le fit s'arrêter. « Il m'aide parce qu'il sait ce que c'est d'être seul, » continua Ellie, la voix ferme malgré son âge. « Il parle gentiment. Il dit jamais de mal de toi. Il dit juste qu'il est désolé, qu'il aurait aimé être différent. » Les mots d'Ellie tombèrent sur lui comme des gouttes de pluie après une longue sécheresse, douloureux mais nécessaire. Gareth regarda par-dessus son épaule. Calvin se tenait toujours au même endroit, les épaules affaissées, les yeux fixés au sol, comme un homme portant un poids invisible depuis si longtemps qu'il avait oublié comment se tenir droit. « S'il a été méchant avec toi, » poursuivit Ellie, sa voix baissant presque jusqu'à un murmure, « peut-être qu'il essaie d'être bon avec moi. C'est pas ça que font les gens bien? Ils essaient de réparer ce qu'ils peuvent encore. » La question innocente frappa Gareth comme un coup de poing à l'estomac. Avait-elle raison? Les choses pouvaient-elles être réparées? Certaines blessures étaient irréparables, n'est-ce pas? Pendant un instant, il pensa à tous les clients que Calvin avait dû aider au fil des ans, réparant des voitures cassées, les rendant meilleures qu'avant. Peut-être que le garage n'était pas seulement un lieu de travail, mais une métaphore de sa propre vie, un endroit où il essayait de réparer ce qu'il pouvait, même en sachant que certaines choses étaient trop endommagées. Gareth ne répondit pas à Ellie. Il ne savait pas quoi dire. Doucement, il libéra son bras de l'emprise de la fille. Il prit une profonde inspiration, regarda Calvin une seconde, un regard chargé, plein de tout ce qui restait non dit, et partit en silence. Dans la voiture, les mains tremblantes sur le volant, il se demanda s'il avait obtenu ce qu'il voulait. Il était venu affronter son père, montrer sa colère et sa douleur. Mais il repartait avec plus de questions que de réponses, avec une fissure dans le mur de ressentiment qu'il avait construit au fil des ans. Il jeta un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Calvin était maintenant accroupi à côté d'Ellie, qui semblait le réconforter. Un homme âgé et une petite fille en fauteuil roulant. Une famille des plus improbables, chacun brisé à sa manière, s'aidant mutuellement à se rafistoler. Gareth s'éloigna, cette image gravée dans son esprit, la question d'Ellie résonnant, « C'est pas ça que font les gens bien? Ils essaient de réparer ce qu'ils peuvent encore. » 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation au garage. Gareth s'était plongé dans le travail, essayant d'oublier le visage dévasté de son père et les paroles troublantes d'Ellie. Pendant des réunions importantes, il se surprenait à penser à la photo qu'Ellie disait que Calvin gardait près de son lit. Était-ce vrai? Pourquoi un homme qui avait abandonné son fils garderait-il une photo de lui toutes ces années? Le matin était pluvieux quand son assistante se précipita dans son bureau. « Monsieur Foster, il y a une situation à l'accueil. Une enfant fait du tapage, elle dit qu'elle doit vous parler d'urgence. La sécurité essaie de la faire sortir, mais elle refuse de partir. » Gareth fronça les sourcils. « Une enfant? » ?»« Oui, en fauteuil roulant. Elle est très agitée. » « Ellie. » Ce ne pouvait être personne d'autre. Quand l'ascenseur s'ouvrit sur le hall d'entrée, Gareth vit le petit chaos. Ellie se débattait contre 2 agents de sécurité qui tentaient gentiment de l'escorter dehors. Son visage était rouge et trempé de larmes, ses cheveux en désordre, ses vêtements mouillés par la pluie. « Je dois lui parler. C'est une urgence !» criait-elle, sa voix aiguë résonnant dans l'élégant hall en marbre. « Mademoiselle, nous ne pouvons pas vous laisser monter sans autorisation, »
disait l'un des gardes, clairement mal à l'aise face à une enfant en détresse en fauteuil roulant. Gareth traversa rapidement le hall. C'est bon, je la connais. À sa vue, Ellie cessa de se débattre, ses yeux gonflés de larmes s'écarquillèrent de soulagement. Gareth, il faut que tu viennes tout de suite, s'exclama-t-elle, la voix brisée par le désespoir. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. Malgré toute sa colère envers Calvin, voir Ellie dans cet état l'alarma. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Calvin, sanglota-t-elle entre deux hoquets. Il s'est effondré sur le sol du garage. Il se tenait la poitrine. Il pouvait pas se relever. Il a dit ton nom avant que je parte. Sa voix dérailla, puis, rassemblant tout son courage, elle agrippa la manche de son costume. C'est ton père. Et il va mal. Le laisse pas mourir. Quelque chose se brisa en Gareth à ces mots. Toutes les défenses qu'il avait érigées contre Calvin semblèrent soudain dérisoires face à la panique sincère d'Ellie. Allons-y. Ma voiture est au garage. Au garage, ils trouvèrent Calvin au sol, entre l'établi et une voiture sur un pont élévateur. Il était conscient, mais sa respiration était courte et difficile. Une main agrippait sa poitrine, son visage était tordu par la douleur. En voyant Gareth, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'espoir. « murmura-t-il difficilement. « Ne parle pas, ordonna Gareth en s'agenouillant à côté de lui. Des années de ressentiment furent brièvement mises de côté par l'instinct fondamental d'aider quelqu'un en danger. On t'emmène à l'hôpital. Gareth réalisa à quel point son père était léger en le soulevant pour le mettre dans la voiture. Calvin, l'homme qui avait autrefois semblé si fort, paraissait maintenant aussi fragile que du papier entre ses bras. Ellie était à côté d'eux, poussant son fauteuil aussi vite qu'elle le pouvait, murmurant des mots d'encouragement. « Tu vas t'en sortir, Calvin. Gareth est là. Il est venu te chercher. » Pendant le trajet, Calvin perdit connaissance. Gareth brûla des feux rouges tandis qu'Ellie, sur la banquette arrière, tenait la main de Calvin. « Plus vite !» supplia-t-elle, la voix tremblante, les yeux trop calmes. Aux urgences de l'hôpital Saint-Marie, Calvin fut pris en charge immédiatement. « Crise cardiaque », entendit Gareth dire un médecin alors qu'ils emmenaient le brancard dans le couloir. Les portes des soins intensifs se refermèrent, laissant Gareth et Ellie dans la salle d'attente, tous deux silencieux, unis par leur inquiétude pour cet homme qui signifiait tant pour chacun d'eux, de manière différente. Les heures passèrent. Ellie s'endormit dans son fauteuil, épuisée par le stress et l'effort physique. Gareth resta éveillé, faisant les 100 pas, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes. Pourquoi était-il si inquiet? Pourquoi cette boule dans l'estomac? N'était-ce pas ce qu'il avait toujours voulu, voir Calvin souffrir comme il avait souffert? Mais non, réalisa-t-il. Il n'avait jamais vraiment souhaité de mal à son père. Sa colère concernait l'absence, pas l'homme lui-même. Finalement, un médecin apparut. La famille de Calvin Foster? Gareth s'avança. Je suis son fils. Votre père a fait une crise cardiaque majeure. Nous avons réussi à le stabiliser, mais son cœur est atteint. Il aura besoin d'une intervention chirurgicale dans les prochaines 48 heures, une fois qu'il sera assez fort. Le médecin marqua une pause. Il est âgé, sa santé est fragile. La convalescence sera longue et nécessitera des soins constants. Il ne peut plus vivre seul. Gareth hocha la tête, absorbant la gravité de la situation. Puis-je le voir? Brièvement. Il est encore sous sédatif, aux soins intensifs. Calvin paraissait plus petit et plus fragile que jamais, relié à des tubes et des moniteurs. Sa peau était pâle et ses cheveux blancs contrastaient vivement avec l'oreiller de l'hôpital. Gareth resta là, regardant la poitrine de son père se soulever et s'abaisser, le bip régulier du moniteur cardiaque étant le seul signe de vie. Il aura besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, dit une infirmière en vérifiant les constantes vitales. Après la chirurgie, la convalescence sera délicate. Gareth ne répondit pas, son esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. Devait-il ramener Calvin chez lui? Le placer dans une maison de repos? L'idée le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Quand il retourna dans la salle d'attente, Ellie était réveillée, les yeux anxieux. « Il va bien ?» demanda-t-elle immédiatement. « Il est stable. Il a besoin d'une opération. » Ellie hocha la tête, comme si elle traitait une information trop lourde pour son âge. « Je peux le voir ?» Gareth hésita. « Les règles de l'hôpital. »« S'il te plaît, supplia-t-elle. C'est ma famille maintenant. » Ces mots le frappèrent de manière inattendue. Famille. C'est ce que lui et Calvin auraient dû être. Ce qu'ils avaient brièvement été, il y a si longtemps. «
Je vais voir ce que je peux faire, répondit-il, se surprenant lui-même. Utilisant son influence, Garrett organisa une courte visite pour Ellie. Elle roula silencieusement jusqu'aux soins intensifs, se contentant de tenir la main de Calvin pendant quelques minutes, murmurant des mots que Garrett ne pouvait entendre. Plus tard, alors qu'Ellie acceptait enfin de se reposer dans une chambre privée que Garrett avait arrangée, il décida d'aller au garage chercher des vêtements et des affaires personnelles pour son père. L'endroit était exactement comme Calvin l'avait laissé. Des outils partout, la voiture sur laquelle il travaillait toujours le capot ouvert, une tasse de café à moitié finie sur l'établi. Dans la minuscule pièce à l'arrière, Garrett hésita avant d'entrer, se sentant comme un intrus dans la vie privée de son père. L'espace était encore plus petit qu'il ne l'avait imaginé. Le lit étroit était fait, juste un oreiller et une fine couverture. Le vieux canapé où Calvin dormait depuis l'arrivée d'Ellie semblait bien trop inconfortable pour quelqu'un ayant des problèmes de dos. Puis il remarqua la simple armoire dans le coin. Il l'ouvrit, cherchant des vêtements à apporter à l'hôpital. Mais ce qu'il trouva le figea sur place. Sur une étagère soigneusement organisée se trouvaient des photos. Beaucoup de photos. Garrett à sa remise de diplôme universitaire, prise de loin, comme par quelqu'un qui observait à distance. Garrett en couverture du magazine Forbes, soigneusement découpée et conservée. Une photo de l'immeuble de son entreprise le jour de l'inauguration. Les mains tremblantes, Garrett examina la collection. Il y avait des coupures de journaux et de magazines, tout à son sujet, ses récompenses, ses succès commerciaux, ses interviews. Certaines coupures avaient plus de 15 ans, jaunies par le temps, mais toujours conservées. Calvin avait suivi toute sa vie, à distance, en silence. Mais il l'avait suivi. Au fond de l'armoire, Garrett trouva d'autres coupures, classées par date. Des articles du journal de son école locale le mentionnant dans des championnats de mathématiques, une petite mention dans le journal universitaire concernant sa bourse, la première fois que son nom était apparu dans un magazine financier alors qu'il n'était qu'un employé prometteur. Garrett s'assit sur le lit étroit, les coupures éparpillées autour de lui. Il se sentit étourdi, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Toutes ses certitudes sur qui était Calvin et ce qui s'était passé commencèrent à s'estomper. La réalité du contraste entre leurs vies le frappa avec une force énorme. Et pour la première fois depuis près de 3 décennies, Garrett s'autorisa à ressentir autre chose que de la colère envers Calvin. Il s'autorisa à ressentir de la compassion. Garrett passa la nuit à l'hôpital. Les fauteuils de la salle d'attente étaient inconfortables, mais il refusa de partir. Ellie finit par s'endormir, enroulée dans une couverture qu'une gentille infirmière lui avait donnée. Elle dormait dans une position inconfortable dans son fauteuil roulant, mais elle était si épuisée qu'elle ne se réveilla pas. Le soleil commençait à se lever quand le médecin vint parler à Garrett. « Nous avons réussi à le stabiliser. L'opération est prévue pour demain matin, » expliqua le médecin. « Il est réveillé maintenant et a demandé à vous voir. » Garrett déglutit difficilement. Que dirait-il à son père? La colère qu'il avait portée pendant tant d'années s'était atténuée après avoir vu ses photos, ses coupures. Elle n'avait pas disparu, mais elle semblait différente, comme une vieille blessure qui ne saigne plus mais fait toujours mal quand on la touche. « Est-il assez fort pour parler ?» demanda Garrett. « Quelques minutes seulement. Ne le fatiguez pas. » Garrett hocha la tête et suivit le médecin dans les couloirs de l'hôpital. L'unité de soins intensifs était calme, à l'exception du bip constant des moniteurs. Calvin était dans un lit au fond, séparé des autres patients par des rideaux. Quand Garrett s'approcha, son père était éveillé, fixant le plafond. « Il y a quelqu'un qui veut vous voir, monsieur Foster, » dit l'infirmière. Calvin tourna lentement la tête. Ses yeux, toujours de ce bleu intense que Garrett avait hérité, s'illuminèrent à la vue de son fils. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Le moniteur cardiaque enregistra quelques battements élevés, puis revint à la normale. « Tu es venu, » dit finalement Calvin, la voix rauque et faible. Garrett tira une chaise et s'assit près du lit. « Oui, » répondit-il simplement. « Ellie, elle dort dans la salle d'attente. Elle a refusé de partir. » Un petit sourire traversa le visage fatigué de Calvin. « Elle est têtue. »« J'ai remarqué. » Le silence revint, chargé de vérités non dites. Calvin ferma les yeux un moment, rassemblant ses forces. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination qui surprit Garrett. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, » commença Calvin. « Ne parle pas comme ça. Tu vas t'en sortir avec l'opération et... »« S'il te plaît, » l'interrompit Calvin. « Laisse-moi parler pendant que j'ai le courage. » Garrett se tut, le cœur battant. Pendant 28 ans, il avait imaginé ce moment, ce qu'il dirait,
comment il réagirait. Maintenant que cela se produisait, il ne savait pas quoi faire de ses mains ni où regarder. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, » dit Calvin, la voix faible mais claire. Pas un seul jour. Garrett voulut dire quelque chose, peut-être nier, peut-être accuser, mais les mots ne venaient pas. Les images de ses photos et coupures dans l'armoire étaient encore trop fraîches dans son esprit. « Je suis parti parce que je pensais que vous seriez mieux sans moi, tous les deux, » continua Calvin. « Je sombrais, l'alcool, les dettes, la dépression. Je pensais que j'étais un fardeau. Que ta mère trouverait quelqu'un de mieux. Que tu aurais un vrai père. » Il s'arrêta, respirant lourdement. L'infirmière s'approcha pour vérifier les moniteurs, mais Calvin lui fit signe de s'éloigner. « Ça va, » murmura-t-il, puis se tourna à nouveau vers Garrett. « Quand j'ai réalisé l'erreur que j'avais faite, j'ai essayé de revenir. Mais ta mère, elle avait raison de me tenir à l'écart. J'étais une épave. Et toi ? » Sa voix se brisa, « Tu semblais si bien t'en sortir. Tu grandissais, fort, brillant à l'école. » « Comment le savais-tu ? » demanda Garrett, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. « J'allais te voir, » avoua Calvin, les yeux s'emplissant de larmes. « De loin. À tes matchs, à tes spectacles scolaires. Toujours au fond, pour que personne ne me remarque. Juste pour m'assurer que tu allais bien. » Garrett sentit une boule dans sa gorge. Il se souvenait d'avoir scruté la foule, pensant parfois apercevoir quelqu'un ressemblant à son père. « Je suis même venu plusieurs fois près de l'immeuble où tu travailles, » continua Calvin. Je restais de l'autre côté de la rue, à regarder les gens entrer et sortir, me demandant ce que ce serait d'entrer et de te parler. Il eut un sourire triste. Mais j'ai toujours été paralysé. Par la honte. Par la peur. Qu'est-ce que j'aurais dit ? Comment j'aurais expliqué ? Calvin leva une main tremblante vers Garrett, mais s'arrêta à mi-chemin, incertain. J'ai vu chaque article sur toi. Chaque récompense. J'ai toujours su que tu serais quelqu'un de grand. L'émotion dans ces mots, leur sincérité brute, submergea Garrett comme une vague. Il imagina Calvin, un mécanicien sans instruction, essayant de lire des articles complexes sur la finance et la technologie juste pour comprendre le travail de son fils. « Pourquoi ne pas être venu me voir directement ?» demanda Garrett, sa voix plus stable qu'il ne le sentait. Calvin regarda ses propres mains, tachées d'une graisse qui ne partirait jamais complètement. « Au début, parce que je ne le méritais pas. Je pensais que je devais prouver quelque chose, devenir quelqu'un de meilleur d'abord. Puis, plus le temps passait, plus c'était difficile. Chaque anniversaire, chaque Noël manqué, c'était comme si la distance grandissait. » Il fit une pause. « Et puis tu es devenu cet homme incroyable. Réussi, respecté. Qu'est-ce que je pouvais t'offrir ? Un vieux mécanicien qui peut à peine payer ses factures ? Tu aurais pu offrir la vérité, » répondit Garrett, surpris de son propre calme. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Je sais, acquiesça Calvin, la culpabilité gravée sur chaque ligne de son visage âgé. J'ai tout fait de travers. Et je comprends si tu ne peux jamais me pardonner. Le moniteur cardiaque commença à s'accélérer et Calvin ferma les yeux, respirant difficilement. Monsieur Foster, vous devez vous reposer maintenant, dit l'infirmière en intervenant à nouveau. Calvin agrippa son bras. Juste une minute de plus, s'il vous plaît. L'infirmière regarda Garrett, qui hocha la tête. Garrett, continua Calvin, plongeant son regard dans celui de son fils, comme s'il essayait de transmettre des décennies de sentiments en quelques secondes. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches que je suis fier de toi. De l'homme que tu es devenu. Et que, sa voix vacilla, ça n'a rien à voir avec moi. C'est entièrement grâce à toi et à ta mère. Garrett sentit quelque chose de chaud et humide couler sur son visage. Il pleurait, réalisa-t-il avec surprise. Il n'avait pas pleuré depuis qu'il était enfant. Monsieur Foster, il a vraiment besoin de se reposer maintenant, insista l'infirmière plus fermement. Garrett se leva, soudain incertain de quoi dire. Il voulait crier sur Calvin pour toutes les années perdues, pour tous les mensonges qu'il s'était racontés. Mais il voulait aussi, quoi exactement ? Le pardon ? La compréhension ? Peut-être un peu des deux. Je reviendrai demain, dit-il finalement. Avant l'opération. Calvin hocha faiblement la tête, épuisé par la conversation, mais ses yeux restèrent fixés sur le visage de son fils jusqu'à ce que Garrett quitte la pièce. Dans le couloir, loin des yeux de son père, Garrett s'appuya contre le mur, respirant profondément, essayant de traiter tout ce qu'il venait d'entendre. Les vérités que Calvin avait gardées pendant des années étaient maintenant mises à nu, brutes et douloureuses.
La colère était toujours là, mais il y avait quelque chose de nouveau aussi, quelque chose de fragile et d'indéfini, comme une petite pousse perçant le béton. L'opération de Calvin dura 6 heures. Garrett resta à l'hôpital tout ce temps, travaillant à distance sur son ordinateur portable, recevant des nouvelles périodiques des médecins. Ellie resta à ses côtés, dessinant dans un carnet qu'une infirmière lui avait donné, montrant occasionnellement ses créations à Garrett, qui hochait la tête avec un sourire réservé. Quand le médecin sortit enfin avec la nouvelle que l'opération était un succès, Ellie tapa dans ses mains et Garrett laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. « Il aura besoin de soins particuliers pendant un certain temps », expliqua le médecin. « La convalescence sera lente, compte tenu de son âge. »« Combien de temps à l'hôpital » demanda Garrett. « Au moins 2 semaines. Ensuite, à la maison, repos pendant au moins 1 mois. Pas d'effort physique, régime contrôlé, médicaments réguliers. » Garrett hocha la tête, intégrant tout cela. La réalité de la situation de Calvin s'imposait, son père était âgé, seul et maintenant malade. Malgré l'amertume persistante, quelque chose avait changé après cette conversation à l'hôpital. Dans les jours qui suivirent, Garrett établit une routine. Chaque matin, avant le travail, il passait à l'hôpital. Les visites étaient brèves, discrètes. Il ne parlait pas beaucoup, des remarques sur la météo, des questions sur les médicaments, des nouvelles des anciens clients qui appelaient pour prendre des nouvelles du mécanicien. Mais c'était un début. Parfois, il restait assis en silence, regardant les informations sur la petite télévision de la chambre. C'était un silence différent de celui de la confrontation, moins tendu, plus contemplatif. Le soir, après le travail, Garrett retournait à l'hôpital. Souvent, il y trouvait déjà Ellie, assise près du lit, racontant sa journée à Calvin ou lisant à haute voix un livre usé de la bibliothèque. Un jour, Garrett remarqua qu'Ellie avait du mal avec son fauteuil roulant, la roue se bloquant à plusieurs reprises alors qu'elle essayait de se déplacer dans la chambre. « Il fait encore des siennes » demanda-t-il en s'accroupissant pour l'inspecter. « Oui, il se bloque toujours quand le temps change » expliqua-t-elle, frustrée. Calvin l'a réparé plein de fois, mais ça recommence tout le temps. Le soir même, Garrett alla sur Internet et commanda le meilleur fauteuil roulant qu'il put trouver, spécialement conçu pour les enfants actifs. Quand il arriva 2 jours plus tard, les yeux d'Ellie s'écarquillèrent alors qu'il l'apportait dans la chambre d'hôpital. « C'est pour moi » demanda-t-elle, incrédule, touchant les accoudoirs légers en fibre de carbone. « Ton ancien te ralentit » répondit Garrett, essayant de paraître pragmatique, bien qu'il ressentît une étrange satisfaction devant l'excitation de la fille. « On ne peut pas te laisser coincé avec une roue bloquée. » Ellie testa le fauteuil, glissant facilement dans le couloir de l'hôpital, revenant avec un sourire qui illuminait son visage. Soudain, elle s'arrêta devant Garrett et le regarda sérieusement. « Merci. Calvin sera content de voir que tu t'occupes de moi. » Ces mots le prirent au dépourvu. « Je ne l'ai pas fait pour lui, dit-il rapidement. » Ellie sourit simplement, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Au fil des jours, la présence de Garrett à l'hôpital devint plus fréquente et dura plus longtemps. Calvin s'améliorait lentement, reprenant des couleurs et de la force. Parfois, Garrett le surprenait à le regarder avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer, un mélange de gratitude et d'admiration. Ellie était devenue un pont entre eux. Chaque fois que le silence s'étirait, elle surgissait avec une question, un commentaire ou une histoire pour détendre l'atmosphère. Elle montrait à Garrett ses dessins, ses petites inventions faites avec des objets de l'hôpital, un hélicoptère en bâtonnet de glace, une voiture jouet avec des roues en capsule de bouteille. « Tu fabriques des trucs comme ça dans ton entreprise ?» demanda-t-elle un jour, lui montrant un croquis détaillé d'un robot. « Pas exactement » répondit Garrett, impressionné par la créativité de la fille. « Nous faisons des logiciels, pas des robots. »« C'est quoi, des logiciels ?» La question mena à une explication qui, à la surprise de Garrett, se transforma en près d'1 heure où ils discutaient de technologie. Calvin écoutait tranquillement, un léger sourire aux lèvres, en regardant son fils gesticuler avec enthousiasme, simplifiant des concepts complexes pour qu'Ellie puisse comprendre. Lentement, Garrett se surprit à s'intéresser davantage aux questions d'Ellie, à écouter ses histoires, à rire de ses observations naïves mais souvent étonnamment perspicaces sur la vie. « Tu pourrais venir plus souvent », dit-elle un après-midi, jouant avec un petit puzzle que Garrett avait apporté. Calvin sourit différemment quand tu es là. Toi aussi, même si tu ne le sais pas. Garrett rit, involontairement pris au dépourvu par sa remarque. C'était vrai, il avait commencé à sourire davantage sans s'en rendre compte. Quand Calvin fut enfin autorisé à sortir, Garrett l'emmena directement dans son propre appartement.
La décision n'avait pas été formelle, elle s'était juste imposée. Ellie viendrait pendant la journée pour tenir compagnie à Calvin pendant que Garrett travaillait, et une infirmière professionnelle s'occuperait du côté médical de la convalescence. Le Penthouse, autrefois si impersonnel et minimaliste, commença à montrer des signes de ses nouveaux habitants. Les dessins d'Ellie sur le réfrigérateur, des livres de mécanique sur la table basse, une couverture colorée sur le canapé. De petites touches qui, étonnamment, rendaient l'endroit plus chaleureux. La convalescence de Calvin progressa lentement. Les médecins avaient été clairs sur les limitations, il devrait réduire considérablement sa charge de travail au garage s'il voulait un jour y retourner. Cette nouvelle l'attrista, mais ne le brisa pas. « Je peux toujours enseigner, même si je ne peux plus tout faire comme avant », dit-il un après-midi, assis sur le balcon de Garrett, contemplant la ville en contrebas. « Enseigner quoi » demanda Garrett, travaillant sur son ordinateur portable à proximité. « La mécanique. Aux jeunes. J'ai toujours pensé faire ça un jour. » Garrett leva les yeux, intrigué. Il n'avait jamais imaginé son père en enseignant, mais cela avait du sens. Calvin était patient, compétent et avait le don d'expliquer simplement des choses complexes. Un après-midi, Garrett rentra tôt et trouva Calvin et Ellie à la table de la cuisine, entourés de bouts de métal et de fils de fer. Calvin montrait à Ellie comment plier le fil pour faire une petite sculpture. « Qu'est-ce que vous fabriquez » demanda Garrett en posant sa mallette sur le comptoir. « De l'art de la récup » dit Ellie avec enthousiasme. « Calvin m'apprend à faire un petit cheval. » Au garage, je gardais toujours les pièces restantes, expliqua Calvin. On peut faire beaucoup de choses avec ce que les autres jettent. Garrett les regarda travailler ensemble. Les mains ridées et expérimentées de Calvin guidant les petites mains d'Ellie, lui apprenant à tordre le fil de la bonne manière. « Regarde, ça ressemble plus à un chien qu'à un cheval », rit Ellie en montrant sa création. « C'est un très bon petit chien », répondit Calvin avec ce doux sourire que Garrett s'habituait à voir. Sans s'en rendre compte, Garrett les rejoignit à table. Calvin lui offrit un morceau de fil de fer. « Tu veux essayer ? C'est plus dur que ça en a l'air. » Garrett accepta. Dans ses mains inexpérimentées, le fil refusait de prendre une forme reconnaissable. Calvin observa un moment, puis, silencieusement, rapprocha sa chaise et plaça ses mains sur celles de Garrett, le guidant dans les bons mouvements. C'était la première fois en près de 30 ans que son père le touchait. Les mains de Calvin étaient rugueuses, calleuses après des décennies de travail manuel, mais son contact était étonnamment doux. L'espace d'un instant, Garrett se sentit à nouveau comme un enfant, apprenant quelque chose de nouveau de son père. « Comme ça » dit doucement Calvin. « Ne force pas. Laisse le métal trouver son chemin. » Ils travaillèrent côte à côte en silence, mais c'était un silence confortable, presque complice. Ce qui se façonnait à cette table allait bien au-delà des fils de fer et du métal. Quand ils eurent fini, ils avaient une petite famille en fil de fer, le chien-cheval d'Ellie, quelque chose de vaguement semblable à un oiseau par Garrett, et une voiture parfaitement détaillée par Calvin. « On pourra les mettre au garage quand tu retourneras travailler », suggéra Ellie en disposant les 3 pièces ensemble. « J'aimerais bien ça », répondit Calvin, regardant non pas les sculptures, mais Garrett. De sa place à table, Ellie les observait avec un sourire sage. Elle voyait ce qu'il n'avait peut-être pas encore pleinement réalisé. Qu'à petits pas, quelque chose se reconstruisait entre le père et le fils. Quelque chose qui allait bien au-delà des sculptures en fil de fer ou des réparations automobiles. Le restaurant Bellini était le préféré de Nora depuis des années. Élégant mais pas prétentieux, avec un éclairage doux et une musique de fond au volume parfait pour des conversations intimes. Garrett réservait toujours la même table pour leur dîner mensuel, près de la fenêtre donnant sur le petit jardin intérieur, à l'écart de l'agitation de l'entrée principale. Il arriva avec 15 minutes d'avance, comme toujours. La ponctualité était l'une des nombreuses valeurs que Nora lui avait inculquées, avec l'honnêteté, la persévérance et l'importance de se tenir droit. Il commanda un pinot noir qu'il savait qu'elle aimait et attendit, répétant mentalement une fois de plus ce qu'il allait dire, comment annoncer à sa mère que l'homme qui les avait abandonnés était de retour dans sa vie. Il vit Nora arriver dans le reflet de la fenêtre. Même à 60 ans, elle se tenait d'une manière qui faisait tourner les têtes, non pas pour une beauté classique, bien qu'elle soit toujours séduisante, mais pour cette posture impeccable et l'aura de dignité qu'elle dégageait. Ses cheveux gris coupés en un carré élégant encadraient un visage marqué à la fois par le temps et la détermination. « Désolé d'être en retard, mon cher », dit-elle en s'approchant et en se penchant pour l'embrasser sur la joue. La circulation était impossible. « Tu n'as que 3 minutes de retard, maman », répondit Garrett avec un sourire, se levant pour tirer sa chaise.
C'est pratiquement en avance selon tes standards, sourit Nora. Le même sourire qui avait apaisé Gareth depuis l'enfance. Toujours aussi taquin, à ce que je vois. Roger t'envoie ses amitiés. Il voulait venir, mais il avait un engagement avec la fondation. Roger Campbell était le mari de Nora depuis 15 ans, un professeur d'université à la retraite qui dirigeait maintenant une fondation artistique. Un homme doux qui n'avait jamais essayé de remplacer le père absent de Gareth, mais qui avait offert à Nora la stabilité et la compagnie lorsqu'elle s'était enfin autorisée à aimer à nouveau. Le serveur vint, prit leur commande saumon grillé pour Nora, steak à point pour Gareth, et versa le vin. Une routine familière, prévisible. Mais ce soir serait différent. Gareth le savait depuis le moment où il s'était réveillé, sentant un poids dans l'estomac qui n'était pas seulement de l'anxiété. C'était le sentiment qu'il était sur le point de briser un pacte silencieux de près de 3 décennies. « Tu es silencieux aujourd'hui », observa Nora en coupant délicatement un morceau de saumon. « Des problèmes au travail ?» Gareth prit une profonde inspiration, faisant tourner le verre de vin entre ses doigts. « Non, en fait. » Il hésita, cherchant les mots justes. Il n'y en avait pas. J'ai retrouvé Calvin. La fourchette de Nora se figea en plein vol. Son visage, habituellement si chaleureux, se durcit subtilement, comme une porcelaine menaçant de se fissurer. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter dans l'élégant restaurant. Calvin, répéta-t-elle en posant la fourchette à côté de son assiette avec un soin délibéré. Je vois. C'était par accident, expliqua rapidement Gareth. Je l'ai vu dans la rue, avec une enfant, une fille. Puis j'ai découvert qu'il s'occupe d'elle, elle n'a pas de famille. Nora hocha la tête mécaniquement, comme si elle traitait chaque mot individuellement avant de former une signification complète. Il a eu une crise cardiaque, continua Gareth. Il est en convalescence chez moi en ce moment. Un silence tendu suivit. Gareth réalisa qu'il en avait dit trop vite. Mais comment adoucir le fait que l'homme qui les avait abandonnés tous les deux avait refait surface dans sa vie ? Chez toi, répéta finalement Nora, la voix contrôlée. Tu l'as recueilli chez toi. Ce n'était pas une question, mais Gareth se sentit obligé de répondre. Oui. Il n'avait nulle part où aller. Le garage, ce n'est pas un endroit pour récupérer. Il a toujours ce garage ? Une lueur de surprise traversa le visage de Nora. Oui. Toutes ces années, il a été dans la même ville. Nora prit une gorgée de vin, les yeux fixés sur un point au-delà de l'épaule de Gareth. Pendant un moment, elle sembla voir une autre époque, un autre lieu, peut-être la petite maison où ils avaient vécu tous les trois, il y a si longtemps. Peut-être le jour où Calvin était parti, pour ne jamais revenir. Quand elle regarda enfin Gareth, il y avait une froideur soigneusement composée dans son regard, comme une armure levée à la hâte. « Et comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» La question le prit au dépourvu. Il s'attendait à de la colère, des reproches, peut-être même une demande de rompre le contact. Pas cette préoccupation, si typique d'elle, mettant toujours ses besoins avant les siens, même quand la douleur était partagée. Confus, admit-il. Au début, j'étais furieux. Je l'ai affronté, j'ai dit des choses horribles. Compréhensible. Mais ensuite, Gareth hésita. Comment expliquer le changement progressif qui s'opérait en lui ? Comment décrire le fait d'avoir vu toutes ces coupures et photos le concernant, soigneusement conservées par Calvin toutes ces années ? Il n'est pas celui que j'imaginais. Ou peut-être qu'il l'est, mais il y a plus que ça. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Nora posa ses couverts, ayant clairement perdu l'appétit. Gareth, tu n'as pas à te justifier. C'est ton père. Il est naturel que tu veuilles comprendre. Je n'excuse pas ce qu'il a fait, dit-il rapidement. Je veux juste comprendre qui il est maintenant. Un sourire triste effleura les lèvres de Nora. Tu as toujours été comme ça. Même enfant, tu avais besoin de comprendre comment les choses fonctionnaient, de les démonter pour voir la mécanique. Elle fit une pause. J'imagine que tu fais ça avec Calvin maintenant. Tu le démontes pour le comprendre. Peut-être, admit Gareth. Puis, prudemment, il demanda, et toi ? Le visage de Nora se durcit instantanément. Je n'ai rien que je veuille entendre de lui. Il ne demande pas à te voir, clarifia Gareth. Il a juste demandé si tu allais bien. Si tu étais heureuse. Et qu'as-tu dit ? La vérité. Que tu t'es construit une belle vie. Que Roger est un homme bien qui te traite comme tu le mérites. Nora hocha lentement la tête. Merci. Silence à nouveau, chargé de décennies de questions non posées et de vérités sans réponse. Il a changé, maman, dit finalement Gareth.
Je ne justifie pas son passé, mais ce n'est pas le même homme qui nous a quittés. Les gens sont rarement ceux qu'ils étaient il y a 30 ans, répondit Nora, son ton doux mais ferme. Nous avons tous changé. Nous avons dû. Mais la douleur ne change pas si facilement. Ses mains, toujours si stables, tremblèrent légèrement alors qu'elle prenait son verre de vin. Il a peut-être changé, mais je ne sais pas si je peux changer ce qu'il a laissé derrière lui. Ici, sa main toucha brièvement sa poitrine, un geste si rapide qu'il aurait pu passer inaperçu pour quiconque ne la connaissait pas bien. Je comprends, dit Gareth. Je ne te demande pas de lui pardonner. Non. Nora le regarda intensément. Alors, que demandes-tu, mon fils? La question flotta entre eux, brute et directe. Que demandait-il? Une permission? Une compréhension? Je ne sais pas, admit-il finalement. Peut-être que j'avais juste besoin que tu le saches. Nora tendit la main par-dessus la table pour prendre celle de Gareth. J'ai eu des questions pendant si longtemps, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Pourquoi ne s'est-il pas battu plus fort? Pourquoi a-t-il abandonné si facilement? S'il t'aimait comme il le prétendait, comment a-t-il pu simplement partir? Pour la première fois, Gareth vit au-delà du masque de force que sa mère portait toujours. Il vit la jeune femme qui avait été abandonnée avec un petit enfant, luttant non seulement contre les difficultés pratiques, mais aussi contre le fantôme des questions sans réponse. Parfois, continua Nora, parlant presque pour elle-même, je me surprends à me demander ce qui aurait pu être. Comment serait la vie s'il était resté? Ou s'il était revenu quand tu étais encore petit? Elle eut un sourire triste. C'est une faiblesse, je sais. Roger est un homme bon. J'ai une belle vie maintenant. Ce n'est pas une faiblesse, maman, dit doucement Gareth. C'est humain. Une semaine après cette conversation, Nora était dans son jardin, taillant ses rosiers. C'était devenu son activité thérapeutique au fil des ans. Roger était en voyage d'affaires, et la grande maison était silencieuse, à l'exception du chant occasionnel des oiseaux. Le soleil de fin d'après-midi projetait des taches dorées sur la pelouse soigneusement tondue, et une douce brise transportait le parfum des fleurs. Elle entendit une voiture s'arrêter devant la maison. Probablement un livreur égaré ou un démarcheur. Elle continua à travailler, profitant de la lumière du soleil sur son visage. Nora? La voix derrière elle la figea sur place. C'était une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des décennies, mais qu'elle reconnaîtrait n'importe où. Plus rauque maintenant, plus lasse, mais indubitable. Lentement, elle se redressa et se retourna. Calvin se tenait à quelques mètres, respectant son espace. Il paraissait plus petit qu'elle ne s'en souvenait, plus frêle. Ses cheveux étaient entièrement blancs maintenant, son visage gravé par le temps et le soleil. Il portait une chemise propre et un pantalon simple, faisant clairement un effort pour paraître présentable. Ce qui la frappa le plus, cependant, ce furent ses yeux. Ses yeux bleus qui avaient été autrefois si vifs, si pleins de promesses, semblaient maintenant chargés d'une lassitude qui dépassait le physique. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, surprise que sa propre voix soit si calme alors que son cœur battait la chamade. « J'avais besoin de te voir, » répondit Calvin, les yeux baissés. « Gareth m'a donné ton adresse. Il ne sait pas que je suis venu. Ne lui en veux pas. Ne devrais-tu pas te reposer? Gareth a parlé de ton opération. Certaines choses ne peuvent pas attendre, dit-il simplement. Nora posa le sécateur sur la table en pierre. Elle retira méthodiquement ses gants, gagnant du temps, essayant d'aligner ses pensées. « Pourquoi es-tu ici, Calvin ?» demanda-t-elle sans détour. Il prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. « Pour demander pardon, » dit-il, la regardant dans les yeux pour la première fois. « Je sais que je ne le mérite pas. Je sais qu'il est trop tard. Mais j'avais besoin de le dire quand même. » Nora croisa les bras, comme pour se protéger. « Pardon ?» répéta-t-elle, testant le mot. « As-tu la moindre idée de ce que tu as laissé derrière toi? De ce que nous avons traversé pour survivre après ton départ? » « Non, » admit Calvin. « Et ça me hante chaque jour. Gareth a pleuré pour toi toutes les nuits pendant des mois, » continua Nora, ses mots coulant maintenant librement. Il s'asseyait près de la fenêtre, attendant que tu reviennes. À chaque événement scolaire, il cherchait ton visage parmi les autres parents. À chaque déception, je voyais un morceau de lui se briser. Calvin ne détourna pas le regard, absorbant chaque mot comme un coup mérité. Je sais, il n'y a pas assez d'excuses. Nora étudia l'homme devant elle. Dans ses yeux, elle vit non seulement le regret, mais une douleur profonde, ancienne. Tu te souviens des lettres que tu as écrites à Gareth? Demanda-t-elle soudainement.
Calvin parut surpris par le changement de sujet. Les lettres? Oui, bien sûr. Ses yeux prirent un éclat lointain. J'en ai écrit tellement, suppliant pour une chance. Je pensais qu'il ne les avait jamais reçues. Nora détourna le regard, soudain incapable de soutenir le sien. Je les ai toutes reçues. Mais je n'en ai jamais ouvert aucune. Je les ai cachées. Sa voix se brisa légèrement. Je pensais le protéger. Mais peut-être que je me protégeais juste moi-même. La révélation plana entre eux, lourde comme un orage imminent. Tu les as cachées? Calvin semblait lutter pour comprendre. Toutes? Elles sont dans une boîte, au grenier, admit Nora, la culpabilité claire dans sa voix. Je n'ai jamais pu les jeter. Mais je n'ai jamais pu les lui donner non plus. Calvin passa une main sur son visage, les yeux humides. Toutes ces années, j'ai pensé qu'il ne voulait juste pas entendre parler de moi. C'était un enfant, Calvin. Un enfant dévasté. Et moi? Nora fit une pause, j'avais si peur que tu le déçoives à nouveau. Que tu promettes de revenir et que tu disparaisses. Qu'il attende quelque chose qui ne viendrait jamais. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Calvin. Il ne les essuya pas. Et moi, je pensais que vous étiez mieux sans moi. Qu'il avait tourné la page. Nous avons tourné la page, dit Nora, sa propre voix se brisant maintenant. Nous avons dû. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de cicatrices. Ils restèrent là un long moment, séparés par quelques mètres et par des décennies de choix, pleurant silencieusement tout ce qui aurait pu être. Je suis désolé, Nora, dit finalement Calvin. Plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je sais, répondit-elle, se surprenant elle-même par la douceur de sa voix. Lentement, comme si elle testait des eaux inconnues, Nora s'approcha. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, étudiant le visage de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Elle vit en lui le jeune mécanicien dont elle était tombée amoureuse, l'homme qui tenait fièrement leur petit-fils, et aussi l'étranger qu'il était devenu. On ne peut pas revenir au début, Calvin, dit-elle doucement. Mais peut-être qu'on peut encore écrire une meilleure fin. Ces mots restèrent suspendus entre eux, comme une offrande fragile. Pas exactement le pardon, pas encore. Mais la possibilité de quelque chose qu'aucun des deux n'avait cru possible, un chemin vers l'avant qui ne niait pas le passé, mais qui n'était pas non plus éternellement piégé par lui. Calvin hocha lentement la tête, incapable de parler. Pendant un moment, ils restèrent là, deux survivants d'un naufrage lointain, atteignant enfin le même rivage. Changés, meurtris, mais toujours respirants. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'opération de Calvin. Sa convalescence lente mais régulière lui permit de quitter l'appartement de Garrett et de commencer à passer du temps au garage, sans travailler, juste en étant dans son espace. Le médecin était clair, pas d'effort physique pendant au moins 2 mois supplémentaires. C'est vraiment nécessaire? Demanda Calvin, debout devant le garage, regardant l'équipe de construction que Garrett avait engagée. Il serrait sa canne fermement, comme si c'était sa dernière ancre d'indépendance. Le toit tombe littéralement en ruine, dit Garrett en montrant des bardeaux cassés et des signes de dégâts des eaux. Et je parie que l'installation électrique n'a pas été mise à jour depuis les années 70. Calvin soupira. Le garage signifiait plus qu'un simple lieu de travail. C'était son refuge, son identité, la seule constante depuis des décennies. Mais il savait que Garrett avait raison. L'endroit tombait en morceaux. D'accord, accepta-t-il finalement. Mais gardez l'agencement de base. Je sais exactement où chaque outil doit aller. Garrett hocha la tête, cachant un petit sourire. C'était la première fois qu'il voyait son père céder volontairement. Un petit progrès. Dans les semaines qui suivirent, le garage subit une transformation complète. Le toit fut entièrement remplacé, les murs renforcés, l'installation électrique refaite. Le sol en béton fissuré retrouva une nouvelle vie, et l'équipement obsolète laissa place à des versions modernes et sûres. Calvin observait tout cela avec un mélange d'admiration et de nostalgie. Chaque poutre remplacée, chaque mur renforcé signalait la fin d'une ère et le début de quelque chose de nouveau. Le garage qu'il connaissait, avec ses imperfections, son odeur caractéristique d'huile et de métal, les taches sur le sol qui racontaient des histoires de projets passés, se transformait en autre chose. Quelque chose de neuf. Ce sera toujours ton garage, le rassura Garrett un jour, voyant son expression distante alors qu'il regardait la construction. Il ne s'effondrera juste pas sur ta tête. Calvin rit, un son qui surprenait encore Garrett chaque fois qu'il l'entendait. Il n'y a pas si longtemps, il aurait considéré impossible de partager un rire avec l'homme qu'il avait abandonné.
La partie la plus difficile de la convalescence de Calvin n'était pas la guérison physique de l'opération, mais de réapprendre à marcher sans dépendre entièrement de la canne. La kinésithérapie quotidienne était un test d'endurance. Au début, il ne parvenait à faire que quelques pas avant que la douleur et la faiblesse ne l'obligent à s'arrêter. Mais chaque jour, chaque semaine, il devenait plus fort, plus équilibré. Encore une fois, disait le kinésithérapeute que Garrett avait engagé, offrant son soutien. Juste quelques pas de plus qu'hier. Calvin serrait les dents et obéissait, déterminé à retrouver son indépendance. Parfois, quand il pensait que personne ne le regardait, il s'entraînait seul, s'appuyant sur les murs et les meubles, faisant un pas prudent après l'autre. Un après-midi, alors qu'il essayait de marcher sans la canne dans l'appartement de Garrett, Calvin trébucha et serait tombé si Garrett n'avait pas réagi rapidement, le rattrapant par le bras. « Ça va ?» demanda Garrett, une réelle inquiétude dans la voix. Calvin hocha la tête, retrouvant son équilibre. « Je pensais être seul. »« Je viens d'arriver, » expliqua Garrett. « Tu ne devrais pas t'entraîner sans quelqu'un à proximité. »« Je suis assez vieux pour décider de ce que je peux ou ne peux pas faire, » répondit Calvin, une pointe d'obstination dans le ton. Garrett reconnut cette obstination. C'était le même trait de caractère qu'il affichait lorsqu'on le défiait. Pour la première fois, il vit clairement une partie de lui-même se refléter dans son père. « Comment va le garage ?» demanda Calvin, changeant de sujet. « Presque prêt pour la peinture, » répondit Garrett. « J'ai pensé que tu choisirais peut-être la couleur. » Calvin y réfléchit. « Le même bleu qu'avant, dit-il enfin. J'aime la constance. » Un samedi ensoleillé, Ellie arriva chez Garrett, poussant son fauteuil roulant avec une énergie renouvelée. Elle portait un sac à dos aux couleurs vives. « Je suis venu aider à peindre », annonça-t-elle dès que Calvin ouvrit la porte. « Garrett a dit que vous faisiez ça aujourd'hui. » Calvin sourit à la fille qui était devenue, d'une manière ou d'une autre, une présence constante dans sa nouvelle vie. « Comment vas-tu peindre sans t'en mettre partout ?» taquina-t-il gentiment. Ellie roula des yeux de manière théâtrale. « J'ai mes méthodes. Je sais tenir un pinceau. » Au garage, Garrett avait tout préparé, bâche sur le sol, échelle, bac à peinture et rouleau. Les murs, déjà poncés et apprêtés, attendaient leur couleur finale. « Tu prendras les parties basses », instruisit Garrett à Ellie en lui tendant un pinceau. « Calvin peut superviser les yeux, et je m'occuperai du haut. »« Et qui te supervise, toi ?» demanda Ellie avec un sourire malicieux. « Nous tous », répondit Calvin, montrant un rare moment de légèreté. Peindre le garage avait un air presque festif. Garrett apporta une petite radio qui jouait de vieilles chansons, les mêmes que Calvin écoutait en travaillant des décennies auparavant. Ellie peignait avec une concentration intense, la langue tirée lorsqu'elle s'attaquait à un endroit difficile. Calvin alternait entre donner des conseils et essayer quelques pas sans sa canne, testant ses limites. « Regarde, Calvin », appela Ellie après quelques heures. « J'ai fini toute ma section sans rien salir. » Calvin examina le travail de la fille, étonnamment soigné pour quelqu'un de son âge. Travail de pro, loua-t-il, et elle rayonna de fierté. Au cours des jours suivants, la peinture progressa. La teinte exacte de bleu que le garage avait toujours eu donnait une étrange sensation de continuité au milieu de tous les changements. C'était comme si l'essence du lieu demeurait malgré la rénovation. Un après-midi, alors que Garrett finissait de peindre l'extérieur, il vit dans le reflet de la fenêtre Calvin s'entraîner à marcher à l'intérieur. 1, 2, 3 pas sans la canne. Au quatrième, il trébucha, tendant la main pour se stabiliser contre le mur fraîchement peint. Garrett s'apprêtait à entrer pour l'aider quand Ellie roula rapidement vers lui, offrant son épaule comme support. « Je gère », entendit Garrett lui dire. « Ne te presse pas. » Calvin hocha la tête, s'appuyant légèrement sur l'épaule de la fille tout en retrouvant l'équilibre. Pendant un instant, ils formèrent une image tranquillement poétique, un homme âgé et une enfant en fauteuil roulant, chacun compensant la fragilité de l'autre. Garrett resta où il était, témoin silencieux de cet échange. Il sentit quelque chose s'élargir dans sa poitrine, pas seulement de l'admiration ou de l'affection, mais une compréhension plus profonde de la façon dont la vie rassemble des personnes improbables dans des moments de vulnérabilité. Enfin, après près de 2 mois de travail acharné, le garage était prêt. L'espace était complètement transformé, moderne, sûr, efficace, mais il conservait toujours le caractère que Calvin avait construit au fil des décennies. À l'arrière se trouvait maintenant un petit appartement confortable, remplaçant la chambre exiguë où Calvin avait vécu pendant tant d'années. Il avait une vraie chambre, une salle de bain complète et accessible, et une cuisine fonctionnelle.
Une deuxième chambre plus petite restait non meublée pour l'instant, tout le monde savait qu'elle était pour Ellie, si elle avait besoin ou envie de rester, bien que personne ne l'ait dit à voix haute. Il ne restait qu'un détail, l'enseigne du garage. L'ancienne, délavée et fissurée, avait été enlevée pendant la rénovation. « J'ai quelque chose à te montrer », dit Gareth un matin, apportant une grande caisse en bois. Avec précaution, il l'ouvrit et révéla une nouvelle enseigne. « Allié Calvin. On répare ce qui vaut encore la peine. » Calvin resta immobile, regardant les mots, en particulier le slogan. L'ironie ne lui échappa pas. Un atelier qui réparait des objets cassés. Une famille essayant de réparer des relations brisées. Ses yeux s'embuèrent, et pendant un moment, il sembla qu'il allait parler, mais aucun mot ne vint. « C'est parfait, dit-il finalement, la voix étranglée par l'émotion. Pour l'inauguration, il prévoyait quelque chose de simple, juste accrocher l'enseigne et un petit goûter pour célébrer. À la surprise générale, Nora accepta l'invitation. Depuis leur conversation dans son jardin, elle et Calvin s'étaient revus plusieurs fois, toujours dans des lieux neutres, toujours avec prudence. « Ce sera bien de voir le garage rénové, dit-elle au téléphone quand Gareth l'invita. J'ai toujours pensé que cet endroit avait du potentiel. » Le jour de l'inauguration se leva clair et frais. Calvin était visiblement nerveux, tripotant la chemise propre qu'il avait choisie. Ellie arriva tôt, portant une robe bleue assortie à la nouvelle couleur du garage. « J'ai fait exprès de m'assortir, » expliqua-t-elle fièrement en tournant sur elle-même pour montrer les faits. Gareth arriva avec Nora, qui portait un panier couvert. « Des mini-tourtes, » expliqua-t-elle. « J'ai pensé que ça vous plairait, » ajouta-t-elle en jetant un bref coup d'œil à Calvin. C'était la première fois qu'elle reconnaissait ouvertement un détail partagé de leur passé, un petit geste qui ne passa pas inaperçu. La cérémonie d'inauguration fut brève et simple. Calvin, s'appuyant sur sa canne mais se tenant plus stablement qu'il ne l'avait fait depuis des mois, et Gareth dévoilèrent ensemble la nouvelle enseigne, tandis qu'Ellie applaudissait avec enthousiasme. Quelques anciens clients passèrent également, ainsi que des voisins curieux de la transformation. Plus tard, quand la plupart des visiteurs furent partis, Calvin, Gareth, Ellie et Nora s'assirent autour d'une table improvisée dans le garage fraîchement rouvert. L'arôme des mini-tourtes fraîchement réchauffées se mêlait à l'odeur de la peinture fraîche. La conversation coula étonnamment facilement, sur l'école d'Ellie, sur la possibilité que Calvin enseigne la mécanique aux jeunes du quartier, sur une exposition d'art que Nora organisait. Il y avait encore des silences gênés, des sujets soigneusement évités. Mais il y avait aussi des rires qui les surprenaient parfois par leur naturel. Ellie brisa l'ambiance en sortant un paquet coloré de son sac à dos. « Je t'ai fait un cadeau, Calvin », annonça-t-elle en poussant le paquet vers lui. Calvin l'ouvrit doucement. À l'intérieur se trouvait une planche de mécanicien, le genre qu'on utilise pour glisser sous les voitures. Mais celle-ci était peinte à la main par Ellie, avec des couleurs vives et des dessins d'outils, de voitures et de 3 bonshommes bâtons représentant Calvin, Gareth et Ellie. « Pour que tu n'oublies pas que tu n'es plus seul maintenant, » dit-elle avec la sincérité sans filtre d'une enfant. Le silence emplit la pièce. Mais pas le silence lourd d'autrefois. C'était un silence plein d'émotions trop grandes pour les mots. Calvin posa la planche sur le sol et l'essaya, faisant glousser Ellie, à la surprise générale, suscitant également un rire sincère de Nora. Bientôt, ils riaient tous, le son résonnant sur les murs fraîchement peints du garage. On dirait un astronaute, plaisanta Gareth en prenant une autre mini-tourte. L'astronaute très vieux, ajouta Calvin, provoquant plus de rire. Alors que l'après-midi avançait, Gareth observa la scène avec un sentiment d'irréalité. Cette famille improbable, un père âgé redécouvrant la vie, une mère qui avait porté sa douleur seule pendant des décennies, une enfant arrivée par hasard et qui leur avait donné à tous une nouvelle perspective, et lui-même, conciliant toujours les ressentiments passés avec les possibilités présentes. Nora et Calvin discutaient maintenant des vieilles voitures qu'ils réparaient pour elle, il y a de nombreuses années. Il n'y avait pas de romance ni de nostalgie excessive, juste une reconnaissance calme d'un passé partagé qui, malgré la douleur, contenait aussi des moments de valeur. Ellie écoutait, fascinée, posant occasionnellement des questions qui faisaient sourire les adultes. Sa perspective fraîche, libre de l'histoire enchevêtrée, leur rappelait que le présent et l'avenir pouvaient être différents du passé. Ce n'était pas parfait. L'harmonie était nouvelle, parfois fragile. Il y avait des silences mal à l'aise, des souvenirs douloureux persistants. Parfois, un mot ou un geste ouvrait une vieille blessure, comme une coupure encore en guérison qui fait mal quand on la touche. Mais c'était réel. C'était un nouveau départ. Et recommencer, comprit maintenant Gareth, ne signifiait pas effacer ce qui s'était passé.
Cela ne signifiait pas prétendre que les blessures n'avaient jamais existé ou que la douleur n'était pas réelle. Recommencer, c'était simplement choisir de continuer l'histoire. Cette fois, avec plus d'honnêteté, plus de compréhension, et une gentillesse qui n'émerge qu'après de nombreuses années difficiles. Sur le mur fraîchement peint du garage, l'ombre de la nouvelle enseigne se détachait comme une promesse. On répare ce qui vaut encore la peine. Et peut-être, pensa Garrett en regardant ces personnes réunies autour de la table, était-ce la vérité la plus importante qu'ils avaient apprise, que malgré toutes les fissures, les brisures et les dommages, ce qu'ils avaient que cette famille improbable, cette reconstruction des liens, valait encore la peine d'être réparée. Épilogue, point de vue d'Ellie. Les adultes pensent que les enfants ne comprennent pas les choses importantes. C'est drôle, parce qu'on les comprend, juste d'une manière différente. Je m'appelle Ellie. J'ai un fauteuil roulant bleu. Enfin, en fait, j'en ai deux maintenant. L'ancien que Calvin a réparé quand on s'est rencontrés, et le nouveau, moderne, que Garrett m'a offert. J'utilise les deux. Le nouveau pour l'école et pour me promener, l'ancien pour le garage, parce que ce n'est pas grave s'il se salit avec de la graisse. Avant de rencontrer Calvin, je pensais que le monde était divisé en deux types de personnes, ceux qui partent et ceux qui restent. Mes parents étaient du premier type. Je ne me souviens pas beaucoup d'eux, juste des flashs, comme des photos délavées. Les familles d'accueil aussi. Personne n'est resté très longtemps. Puis ma roue s'est cassée sur ce trottoir, juste devant le garage avec l'enseigne qui s'écaillait. Et tout a changé. Vous savez, cette sensation quand on arrive quelque part et qu'on se sent immédiatement chez soi, même si on n'y est jamais allé avant? C'est ce que j'ai ressenti avec le garage. L'odeur d'huile et de métal, le bruit des outils. Calvin qui regardait mon fauteuil comme si c'était une énigme intéressante. « Je peux réparer ça ?» a-t-il dit. Et il ne parlait pas seulement de la roue. Au début, je passais juste après l'école. Je m'asseyais dans un coin, faisant mes devoirs pendant que Calvin travaillait sur les voitures. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, ça comptait. Des choses comme « presque tout peut être réparé si on est patient » ou « avoir les bons outils fait toute la différence ». Il ne m'a jamais demandé pourquoi j'étais toujours seul, ou pourquoi parfois j'arrivais avec les mêmes vêtements que la veille. Je suppose qu'il savait sans demander. Les gens brisés reconnaissent les autres gens brisés. Une nuit, il a plu si fort que l'abri où j'étais a été inondé. Je suis allé au garage parce que je n'avais nulle part où aller. Calvin a ouvert la porte, m'a regardé toute trempée et a juste dit « Il y a de la soupe sur le feu ». Je suis resté cette nuit-là. Puis une autre, et une autre. Jusqu'à ce que partir n'ait plus de sens. C'est là qu'il a commencé à me parler de Garrett. Pas tout d'un coup, mais par petits morceaux, entre une vidange d'huile et une réparation de radiateur. Combien il lui manquait, combien il était désolé, comment il gardait toutes les coupures de journaux qu'il pouvait trouver. Il te déteste probablement, j'ai dit une fois. Direct, comme seuls les enfants peuvent l'être. Calvin ne s'est pas fâché. Il a juste regardé au loin, vers quelque chose que je ne pouvais pas voir, et a dit « probablement ». Et il a toutes les raisons. Les adultes pensent qu'ils doivent cacher leur tristesse aux enfants, comme si on ne pouvait pas la reconnaître. Mais Calvin ne l'a jamais cachée. Je pense que c'est pour ça que je lui ai fait confiance dès le début. Il était vrai. Brisé, triste parfois, mais vrai. Puis un jour, Garrett est arrivé au garage. J'ai su qui il était avant qu'il ne dise un mot. Il avait les yeux de Calvin, ce bleu impossible. Mais ses yeux à lui étaient barricadés de douleur. On pouvait voir la colère émaner de lui comme la chaleur d'un moteur surchauffé. Ce jour-là n'a pas été joli. Des mots durs ont été dits, de vieilles blessures se sont rouvertes. Calvin avait l'air si petit après le départ de Garrett. Il s'est assis sur ce tabouret d'atelier et n'a rien dit pendant des heures. Il reviendra, j'ai dit, sans en être sûr. Calvin m'a fait un sourire triste. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Ellie. Tout peut être réparé, j'ai insisté. C'est toi qui me l'as appris. Je suppose que c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aider. Pas parce que c'était mon travail, mais parce que quand on trouve un endroit qu'on peut appeler chez soi, on fait ce qu'on peut pour le protéger. Ensuite, Calvin a eu sa crise cardiaque. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Il était par terre dans le garage, la main sur la poitrine, le visage pâle. Je me souviens d'avoir poussé mon fauteuil si vite dans les rues que mes mains étaient à vif. Je me souviens d'avoir crié dans l'immense hall où travaillait Garrett. Le regard dans ses yeux quand il a reconnu, non pas qui j'étais, mais ce qui se passait. Parfois, il faut quelque chose de terrible pour réparer ce qui semble impossible. Pendant que Calvin était à l'hôpital, j'ai vu Garrett changer. Au début, il était distant, froid, faisant juste le strict minimum.
Puis il a commencé à poser des questions. Sur le garage, sur moi, sur comment Calvin vivait. Je l'ai surpris une fois en train de regarder les coupures de journaux, celles sur sa carrière que Calvin collectionnait. Ses mains tremblaient. Il a gardé tout ça, a dit Garrett, presque pour lui-même. Il n'a jamais renoncé à toi, j'ai répondu. Il ne savait juste pas comment revenir. La rénovation du garage, c'était comme regarder une histoire se réécrire. Brique par brique, mur par mur. Garrett et Calvin, côte à côte, reconstruisant non seulement l'endroit, mais ce qu'il y avait entre eux. Ce n'était pas toujours facile. Il y a eu des disputes, des silences tendus, des moments où on aurait dit que tout allait s'effondrer. Mais il y a eu aussi la première fois où Garrett a appelé Calvin « papa » sans s'en rendre compte. Le jour où Calvin a fait ses premiers pas sans la canne, avec Garrett tout prêt pour le soutenir. La nuit où on a raconté des histoires drôles et où on a ri ensemble bien après l'heure du coucher. Et puis Nora est venue. La première fois, c'était gênant. Tout le monde marchait sur des œufs, si prudent avec les mots qu'on a à peine parlé. Mais elle est revenue. Et encore. À chaque visite, les mots coulaient un peu plus facilement, les rires venaient plus naturellement. C'est drôle comme les gens peuvent être une famille sans s'en rendre compte. Comment ils peuvent construire quelque chose de nouveau à partir de morceaux cassés. À l'école, on apprend qu'une famille, ce sont des gens liés par le sang ou par des papiers. Mais j'ai appris que la famille, c'est plus que ça. C'est ceux qui restent quand partir serait plus facile. C'est ceux qui réparent les choses quand les jeter serait plus simple. Maintenant, le garage est plus beau que jamais. Calvin enseigne la mécanique aux ados du quartier le samedi après-midi. Garrett vient dîner 3 fois par semaine. Nora apporte des fleurs fraîches à chaque fois qu'elle vient. Et moi, j'ai ma propre chambre, avec les murs peints de la couleur que j'ai choisie. Les gens demandent comment on a fini ensemble, cette drôle de famille. Un vieux mécanicien, un homme d'affaires, une conservatrice d'art et une fille en fauteuil roulant. Je dis que c'était un accident. Littéralement, une roue cassée sur le bon trottoir. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'accident. Peut-être que ce sont juste des gens qui cherchent d'autres gens avec qui construire un foyer. Je pourrais dire beaucoup de choses sur le pardon, les nouveaux départs et les réparations. Mais je vais vous dire la chose la plus importante que j'ai apprise en regardant Calvin attendre Garrett pendant toutes ces années, en gardant des coupures et des souvenirs. Pendant que tu étais parti, on n'a pas abandonné. On a attendu. Et tu es revenu. Et ça suffit.